Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 25 septembre. Perquisition chez Dominique Strauss-Kahn pour tenter de retrouver l'original de la cassette des confessions de Jean-Claude Méry, l'ex-homme d'affaires proche du RPR. Jacques Chirac demande une enquête à Lionel Jospin, embarras au PS. Le quinquennat est adopté, mais il laisse un goût amer avec plus de 70% d'abstention et un nouveau débat sur le calendrier électoral des législatives et de la présidentielle. Dans l'ex-Yougoslavie, l'opposition aurait bel et bien remporté la majorité des suffrages, mais les résultats se font attendre et Milosevic est toujours en place. À Sydney, tout un peuple l'espérait. Cathy Freeman a remporté le 400 mètres, une médaille inattendue. En revanche pour la France en gymnastique à la barre fixe pour Benjamin Varognan, médaille d'argent. Révélation musicale de la rentrée, Chivari, demain soir à Paris, avant une tournée en France, nous l'avons rencontré. La cassette de la confession de l'ancien homme d'affaires Jean-Claude Méry, proche du RPR, semble devenir une véritable machine infernale. Cette cassette, enregistrée en 1996, met en cause M. Chirac, alors maire de Paris. La semaine dernière, le chef de l'État répliquait très vivement en usant des mots calomnies indignes. Ce matin, le président de la République exigeait du Premier ministre une enquête. Après les révélations parues sur le site internet de l'Express, Dominique Strauss-Kahn détiendrait l'original de la cassette. Cet après-midi, une perquisition a été effectuée au domicile de l'ancien ministre des Finances. Explication, Olivier Caroff, Olivier Galzi et Christophe Vignal. La scène a dû rappeler quelque chose à l'ancien ministre. Dominique Strauss-Kahn poursuivi par une nuée de caméras, comme pendant l'affaire de l'AMNEF, avant qu'il ne démissionne. Aujourd'hui, il est rattrapé par l'affaire Méry. Jean-Claude Méry et sa vidéo posthume où il révèle le financement illégal du RPR. Si cette fameuse cassette embarrasse tant Dominique Strauss-Kahn, c'est qu'il la détient depuis l'été 98. Je n'ai pas cru bon de la visionner. J'en ai fait aucun usage. Et je ne sais même pas où j'ai pu la mettre. Je dément tout lien politique qu'on serait tenté de faire, comme tout lien avec un quelconque dossier fiscal, me réservant d'ailleurs de poursuivre ceux qui affirmeraient le contraire. Dominique Strauss-Kahn le sait, il pourrait se voir reprocher d'avoir caché cette pièce à la justice. Dès cet après-midi, il préparait sa défense chez son avocat. Les juges n'ont mis que 3 jours pour remonter jusqu'à lui. Le document diffusé jeudi dernier est une copie. Depuis, la justice se pose une question. Où est l'original? Le master, comme on dit. Vendredi, perquisition chez Arnaud Hamelin. 4 magistrats saisissent la vidéo. L'un d'eux reste pour interroger le producteur. Le juge Armand Ribeyrolles veut savoir s'il y a eu des témoins. Le juge me demande, qui était là? Je lui dis, voilà, c'est le cabinet Guillou, etc. Il me dit, le master est où? Je dis, il est chez eux. Aucune raison de me méfier. Il n'y était pas. Guillou, un cabinet d'avocats, le juge s'y rend immédiatement. Là, un des associés, Alain Belot, passe aux aveux. L'original, c'est bien lui qui l'a eu, puis il l'a donné à Dominique Strauss-Kahn. Révélé par l'Express, les déclarations de Maître Belot ne s'arrêteraient pas là. Il aurait évoqué, selon l'hebdomadaire, un échange, la cassette, contre un arrangement fiscal pour Karl Lagerfeld, l'un des clients de Maître Belot. Mais de sources judiciaires, cette déclaration ne figurerait pas au procès verbal. Autre révélation d'Alain Belot, il aurait rencontré DSK vendredi dernier au Conseil régional d'Île-de-France. L'ancien ministre lui aurait demandé de se taire. Des accusations à vérifier point par point. Les enquêteurs ont donc commencé par une perquisition au domicile de DSK, puis à son bureau du Conseil régional, où il se trouve toujours actuellement. Alors, première question, Dominique Verdeillan, quelle est la priorité de la justice dans cette affaire qu'on doit appeler Méry ou Strauss-Kahn? Écoutez, judiciairement, il y a pour l'instant une affaire Méry. Il n'y a pas encore de dossier Dominique Strauss-Kahn. Aujourd'hui, la priorité pour les juges d'instruction, c'est la cassette, la preuve par l'image. Une bande vidéo a été saisie vendredi dans l'agence de production. L'urgence consiste d'abord à retrouver l'original et surtout les preuves qui accréditeront ces confessions posthumes, d'où les 2 perquisitions menées cet après-midi au domicile de l'ancien ministre et à la banque de l'avocat présent en 1996 lors de l'enregistrement de cette vidéo. Lors de cette dernière perquisition, les enquêteurs n'auraient trouvé qu'un document écrit qui reprend les accusations de Jean-Claude Méry sans apporter les preuves. Alors, que risque directement Dominique Strauss-Kahn? Écoutez, c'est une question d'heure, mais tout porte à croire que le parquet de Paris va ouvrir demain, dans la matinée, une information judiciaire. On n'en connaît pas encore les modalités, contre X ou contre Dominique Strauss-Kahn. Il est encore
encore trop tôt pour le dire parce que des perquisitions, des auditions sont encore en cours ce soir. Il faut donc attendre le résultat de ces visites et la teneur des dépositions de l'ancien ministre. Un ministre n'est pas au-dessus des lois. Détruire, soustraire, altérer, recéler les preuves judiciaires est un délit punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. Si les magistrats décident de poursuivre Dominique Strauss-Kahn, eh bien le dossier sera transmis à la Cour de justice de la République, juridiction compétente pour juger les ministres. Merci Dominique. Dominique Strauss-Kahn, de son côté, a réfuté toute idée de marchandage, vous l'avez entendu il y a quelques instants, c'est-à-dire tout lien entre la détention de cette cassette encombrante pour M. Chirac et une éventuelle transaction financière, c'est-à-dire remise fiscale en faveur de Karl Lagerfeld. On a parlé d'une réduction de 300 à 50 millions de francs, ce qui paraît pour le moins choquant. Quel est le mécanisme de ces transactions, acceptées par le fisc et le ministère des Finances de façon assez régulière? Tentative de réponse avec Jean-Bernard Schmitt et Didier Dahan. Francis Lalanne, condamné à payer au fisc 3 millions de francs d'arriérés. Richard Anthony, montant de l'ardoise fiscale, 1,4 million. Alain Barrière, lui, conteste toujours 4,5 millions qu'il a dû payer aux impôts. Comme bon nombre de chanteurs, acteurs ou sportifs, ils ont eu maille à partir avec le ministère des Finances. Certains ont payé, d'autres ont eu recours à une procédure particulière, la transaction. En clair, un marchandage avec l'administration, tout ce qu'il y a de plus légal. Un formulaire est d'ailleurs prévu à cette occasion. Vous prenez l'exemple d'un prix Goncourt, d'un comédien, d'un chanteur qui a eu un succès, qui a dépensé son argent, qui n'a pas déclaré tout, qui n'a pas en tout cas l'argent pour payer l'impôt, et il est insolvable plusieurs années plus tard, et on passe une transaction avec lui pour régler le problème, parce qu'il est insolvable. Deuxième cas, ce sera l'administration admet qu'elle a commis une erreur dans l'évaluation de l'impôt. La transaction ne peut porter que sur une réduction des pénalités, en aucun cas sur le montant des impôts dus. Chaque année, 1 million de contribuables sollicitent la clémence de l'administration. Le nombre de transactions effectuées reste inconnu, mais la pratique est passée dans les mœurs, car tout le monde y gagne. Le contribuable, lui, verra sa note diminuer très largement, et d'un autre côté, l'administration sera certaine que le contribuable va payer, qu'il va payer tout de suite et sans faire de contentieux. Lorsque les sommes en jeu ne dépassent pas 1 100 000 francs, c'est l'administration qui tranche. Au-delà, c'est du ressort du ministre. Selon nos informations, seules quelques centaines de demandes parviennent sur son bureau à Bercy. Et là, en dernier recours, il est seul à décider. Dans l'apathie générale de l'électorat envers le référendum, cette affaire de cassette a enflammé les appareils politiques, d'autant que l'intervention de Jacques Chirac ce matin auprès de M. Jospin montre bien un climat très tendu. Reportage Thierry Clopeau. Tôt ce matin de l'Élysée, Jacques Chirac appelle directement Lionel Jospin. Il lui demande que soit diligentée une enquête au sein de l'administration fiscale pour vérifier dans quelles circonstances et dans quelles conditions une transaction fiscale aurait pu être opérée. Lionel Jospin décide alors de réunir en urgence plusieurs ministres, dont Laurent Fabius. Matignon fait aussitôt savoir qu'il a été demandé à l'actuel ministre des Finances de transmettre à la justice l'ensemble des pièces. Le ministre m'a indiqué qu'elles sont tenues aujourd'hui même à la disposition de la justice. Déjà, le RPR s'est saisi de l'irruption de DSK dans l'affaire mairie. En ligne de mire, Lionel Jospin et son ministre des Finances de l'époque. De plus en plus, nous nous trouvons devant une affaire très grave. Peut-être même d'ailleurs une affaire d'État. Pourquoi Dominique Strauss-Kahn, ministre de la République, en possession de ce document puisqu'il l'avoue, ne l'a pas communiqué à la justice? En début d'après-midi, nouvelle mise au point de Matignon. Lionel Jospin a appris par la publication du Monde l'existence et le contenu de la cassette comportant des propos de Jean-Claude Méry. Toute la journée, les proches de Jacques Chirac mettent la pression sur Matignon et demandent inlassablement des précisions. Il faut que Strauss-Kahn s'explique clairement. Il faut que le Premier ministre s'explique. Parce que ce qui est en cause, c'est le fonctionnement des institutions, c'est la violation de la loi. Et au Conseil de Paris, cette affaire DSK semble faire au moins un heureux Jean Tibéry. L'intéressé a reconnu, c'est vrai, quelque chose qui paraît extraordinaire. Mais dans ce domaine, j'attends d'avoir les éléments complémentaires avant de porter une appréciation. Soyons très prudents. Ce soir, en tout cas, une seule certitude à l'Élysée. Comme à Matignon, l'affaire Méry empoisonne la cohabitation. Et puis Lionel Jospin est ce soir à Lyon pour participer aux journées parlementaires socialistes. Dès son arrivée sur place, il a tenu les propos suivants. Toutes ces questions d'affaires appartiennent à un versant de la vie politique que je n'aime pas, qui ne m'intéresse guère.
à l'écart desquels je me tiens. Et depuis 3 ans et 4 mois, c'est d'autre chose que je m'occupe. Et je suis venu participer aux journées parlementaires des groupes socialistes pour parler poursuite de la lutte contre le chômage, partage des fruits de la croissance, projet de loi pour changer ou améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes. Cette histoire de cassette de M. Méry ne me concerne en rien, ni en ce qui concerne le contenu, ni pour ce qui touche à sa diffusion et aux conditions de sa diffusion. Ce que je souhaite, moi, à cet égard, comme toujours, c'est que la justice fasse son travail et éclaire les différents aspects de cette question. Et puis, M. Jospin indiquait qu'il avait eu hier soir au téléphone Dominique Strauss-Kahn, et c'est que c'était la première fois que nous avons eu l'occasion d'évoquer cette question, a ajouté le Premier ministre. L'embarras est très perceptible au sein des socialistes. François Hollande a demandé à Dominique Strauss-Kahn de s'expliquer, et Bertrand Delanoë, le candidat socialiste à la mairie de Paris, a jugé insuffisantes les explications de l'ancien ministre sur cette détention de cassettes. Les parlementaires du PS réunis à Lyon ne cachaient pas leurs soucis. Jeff Wittenberg, David Bress. François Hollande le savait, aujourd'hui c'est à une seule et même question qu'il aurait à répondre. Que doit faire le PS vis-à-vis de Dominique Strauss-Kahn? Cette question, il y a donc répondu tout de suite et sans tergiverser. Nous prendrons, je vous le dis ici, les décisions les plus graves. Parce que nous ne voulons pas faire de la politique de cette manière, nous ne voulons pas utiliser les affaires, les turpitudes des uns des autres, les financements de partis politiques à des fins d'intérêt partisan. Oubliez le programme de ces journées parlementaires, oubliez même les suites du référendum, l'affaire DSK occupe toutes les conversations. Ici, l'un des conseillers de Lionel Jospin tente d'expliquer la position de Matignon. Un peu plus loin, la ministre de la Justice argumente sur le terrain du droit. La justice fait ce qu'elle a à faire et aucun politique n'a à interférer. Des chaises vides, quelques maigres applaudissements, décidément le cœur n'y est pas. Aujourd'hui, à Lyon, personne n'écoute vraiment les discours, préférant se plonger dans la lecture des derniers détails de l'affaire. Quant au sentiment de la plupart des socialistes, il va de l'indignation à la grande sévérité. Quand on est élu aussi, on a une chance extraordinaire de pouvoir faire bouger les choses dans la société, régler les problèmes. On est au service, on est là pour servir et pas pour se servir. Je souhaite vraiment que le Parti socialiste fasse le ménage, que le Parti socialiste en tire les conclusions. Et puis Dominique Strauss-Kahn aussi lui-même, je crois qu'il n'est plus digne d'être membre de notre parti. Mais c'est maintenant la parole de Lionel Jospin que tout le monde attend. Dès ce soir, le Premier ministre a fourni quelques explications. Dans son discours de demain, les socialistes espèrent entendre d'autres arguments capables de les sortir de cette mauvaise passe. Et puis ces confessions posthumes, Gérard Leclerc, sont en train de faire naître un véritable affrontement entre Matignon et l'Élysée. Oui, écoutez, la guerre, la lutte à mort, la terre brûlée, voilà quelques-unes des métaphores que l'on peut entendre dans l'entourage présidentiel. Jamais la cohabitation n'a connu une telle tension. Le soupçon est de règle à l'Élysée sur le mode comment croire que Dominique Strauss-Kahn n'ait jamais visionné la cassette, qu'il l'ait perdue, qu'une copie ressorte ensuite miraculeusement la semaine dernière, et tout ça sans que Lionel Jospin ne soit au courant. Certains vont même plus loin dans les hypothèses. Après tout, Jean-Claude Méry n'aurait-il pas enregistré cette cassette fin 1997, c'est-à-dire sous la gauche au pouvoir, et cela comme contrepartie d'une transaction fiscale avec Dominique Strauss-Kahn? Ce serait alors une véritable manipulation, une affaire d'État, mais qui reste bien sûr à démontrer. Alors voilà pour les soupçons dans un camp, et de l'autre côté, on réagit comment? Bien évidemment, on dénonce la ficelle un peu grosse de l'Élysée qui se servirait de l'épisode de Strauss-Kahn pour jeter le discrédit sur les propos de Jean-Claude Méry. Matignon qui dit n'être pas dupe de l'offensive du RPR pour casser l'image d'honnêteté de Lionel Jospin, un Premier ministre qui, nous assure-t-on, entend laisser la justice faire son travail et se cantonner, lui, au seul débat politique. En tout cas, les deux camps sont d'accord sur un point. Au mieux, la cohabitation gardera des traces profondes de l'affaire Méry. Au pire, elle ne s'en relèvera pas, car de deux choses l'une. Soit la cassette est vraie, on le prouve, et c'est Jacques Chirac qui en paiera le prix fort, soit elle est fausse, et ce sera Lionel Jospin. Merci Gérard. Alors déjà que le référendum n'a guère passionné les foules, cette histoire de cassette a relégué encore plus les résultats au rayon des accessoires. Et pourtant, on aurait bien tort de négliger l'arrivée du quinquennat, même si celui-ci a été approuvé par peu d'électeurs inscrits, comme le confirme maintenant le détail des résultats d'hier, commenté par Thomas Dandois.
Entre le oui et le non, jamais l'abstention n'avait pris autant de place. Pour un peu, on oublierait que le quinquennat a été approuvé avec une large majorité. Le oui l'emporte avec 73% des suffrages. Pourtant, la victoire est morose car le parti le plus important de France hier, c'était celui des non-votants. Près de 70% d'abstention. En tout, 26 millions d'électeurs n'ont pas fait le déplacement. À ce désaveu, plusieurs raisons. D'abord, l'absence de débat et surtout le résultat couru d'avance. Et puis, les partis de droite comme de gauche n'ont pas montré l'exemple. Toute la semaine, les panneaux restés vides ont trahi le peu d'enthousiasme des hommes politiques pour cette campagne. Enfin, depuis 20 ans, la tendance se confirme, les électeurs boudent les urnes. Aux élections législatives, par exemple, le taux d'abstention a doublé en 20 ans, passant de 16 à 32%. Quant au vote blanc et nul, il frôle le record des 5%, un vote là aussi contestataire. Pour ce 9e référendum de la Ve République, le oui l'a emporté, mais il semble avoir laissé surtout des perdants. Le quinquennat étant une chose acquise, le débat politique proprement dit va se nourrir maintenant d'une lecture controversée du calendrier électoral. En 2002, les législatives devraient précéder la présidentielle, mais beaucoup demandent que l'on change cela. Ce fut le cas au cours de la campagne référendaire du président de l'UDF, comme le rappelle Philippe Boissry. Si les législatives de 2002 ont lieu avant l'élection présidentielle, le choix aura lieu à l'élection législative. Et donc, la fonction présidentielle, une nouvelle fois, aura perdu son sens. Il y a 15 jours, François Bayrou pouvait se sentir un peu seul à tenir ce raisonnement. Mais voilà, depuis hier soir, depuis que les bulletins de vote se sont fait si rares, que tout le monde politique a préféré se pencher sur le bulletin de santé de la Ve République, les choses ont bien changé. La thèse d'une modification du calendrier électoral de 2002 connaît nombre de ralliements, et même chez les plus fervents gardiens des institutions. D'une manière insidieuse, on a changé de République. Que les pouvoirs du président de la République risquent d'être très sensiblement diminués. Si de surcroît l'élection du président de la République a lieu après l'élection d'une majorité à l'Assemblée nationale, il sera entièrement tributaire de cette majorité. Ça va à l'encontre de l'esprit des institutions. À gauche, on ne peut pas dire que l'idée enthousiasme, les communistes sont contre, les socialistes méfiants. Normalement, l'élection législative doit avoir lieu à cette date normale, puis l'élection présidentielle. Et je suis personnellement, pour l'instant, partisan de ne pas changer les dates qui pourraient donner l'impression qu'on veut changer les règles du jeu. Naturellement. Au RPR, ce projet n'attire qu'un commentaire, manipulation. Chacun s'en tient au dogme établi le 14 juillet dernier par le président de la République. Les règles du jeu existent. Il faut les respecter. Je crois que c'est ce que les Français souhaitent le plus. Toutes ces prises de position ne sont pas exemptes de calculs et d'intérêts plus personnels. Seule certitude aujourd'hui, les Français voteront 2 fois. Quant à l'ordre, on ne leur demandera certainement pas leur avis par référendum. Vous avez été très nombreux à suivre la soirée électorale du référendum hier soir sur France 2. Merci. Vous avez donc noté l'intérêt suscité par les résultats enregistrés à Ajaccio pour l'élection municipale. Le bonapartiste Marc Marcangeli l'a emporté. Le divers-gauche Simon Renucci arrive en 2e position. Et José Rossi, l'un des actifs partisans des accords de Matignon, n'est que 3e. Reportage Arnaud Boutet avec Olivier Robert. Comme tous les matins, ils sont là, devant l'hôtel de ville, plongés dans une lecture solitaire. L'élection d'hier confirme que les Ajacciens ne souhaitent aucun changement. Le maire sortant retrouve son fauteuil et José Rossi, lui, rate son pari. Grand défenseur des accords de Matignon, le président de l'Assemblée de Corse n'a pas bénéficié au second tour du report des voix nationalistes. Il s'incline, mais ne regrette rien. Je gagnerai ou je perdrai les élections municipales de mars, mais à partir du moment où j'ai choisi une politique et un acte de rupture par rapport à des méthodes qui me paraissent tout à fait non conformes au choix de redressement de l'île que nous faisons par ailleurs, j'assume cette 3e place. La liste de Marc Marcangeli, qui s'oppose au plan Jospin pour la Corse, obtient 43% des voix. Mais pour le maire, cette victoire, c'est avant tout celle du bonapartisme, un héritage culturel incontournable à Ajaccio. Je suis né ici comme mon futur premier adjoint, nous avons grandi ensemble, comme beaucoup d'entre nous, et nous sommes près des Ajacciens. Un peu trop aux yeux de Simon Renucci, qui dénonce les pratiques clientélistes de Marc Marcangeli. Sa liste divers gauche obtient 33% des voix et entend s'imposer en mars 2001. Ce projet est une œuvre collective et collégiale et cette émergence, cette volonté, j'espère, se concrétisera en mars et permettra de tourner définitivement la page d'une gestion opaque. Mais en attendant, l'Ajaccienne résonne encore et toujours, le chant des vainqueurs dans la cité de Napoléon.
Comme annoncé, ce sera une mauvaise semaine pour les transports publics en France. Demain, grève sur les métros et RER d'Île-de-France. La RATP prévoit au moins un train sur deux. Vous pouvez vous renseigner sur le numéro vert suivant qui s'inscrit sur votre écran, 0800 15 11 11. Et puis dès aujourd'hui, des réseaux régionaux de la SNCF ont été perturbés par un mouvement de grève des cheminots, anticipant sur une journée de jeudi de mobilisation des syndicats certainement encore plus forte. Commentaire Peggy Leroy avec Pascal Caron. Voie déserte et quai bondé. Un jour de grève ordinaire à la gare Montparnasse, presque la routine pour des usagers devenus résignés. 3 quarts d'heure de retard là, pour arriver au bureau ce matin. Un grand plaisir. Il suffit qu'il y ait 2 grévistes pour qu'ils bloquent tout, mais malheureusement c'est toujours nous qui subissons les dépôts cassés. On a l'impression que la seule façon de négocier en France, c'est de faire la grève. Une grève menée par un seul syndicat, la Fédération autonome des agents de conduite. Ce matin, ils ont immobilisé la moitié des trains de banlieue en région parisienne, mais aussi à Amiens, Dijon et Strasbourg. Les conducteurs réclament des meilleurs salaires. On ne considère pas suffisamment les agents de conduite ? Bien, au travers de la rémunération, c'est extrêmement flagrant. Parce que donc, au jour d'aujourd'hui, la rémunération ne correspond pas du tout aux responsabilités que l'on assume journalièrement. Selon la direction de la SNCF, ces rémunérations sont parmi les plus élevées de l'entreprise. En février 1999, un conducteur touchait 12 560 francs net par mois en début de carrière, 20 000 francs à la fin. Par comparaison, un contrôleur peut espérer 9 500 francs net à ses débuts, avec un plafond à 14 800 francs. Des salaires qui seront encore à l'ordre du jour jeudi, puisque tous les syndicats de toutes les catégories professionnelles appellent à la grève. Ce jour-là, il faudra vraiment courir après les trains. Dans l'ex-Yougoslavie, en Serbie, les élections législatives et présidentielles d'hier, malgré quelques irrégularités, auraient quand même permis à l'opposition de devenir majoritaire. Mais bien sûr, Slobodan Milosevic ne le reconnaît pas. Il est toujours en place. Gouvernement et opposition continuent donc de crier victoire, chacun de leur côté. Commentaire Gérard Grisbeck avec Alexandra Ilic à Belgrade. Ce matin, Ivan a eu du mal à trouver les 2 quotidiens proches de l'opposition. Trop tard, tous les exemplaires étaient déjà vendus. Alors il achète ce qui reste, la presse proche du régime, pour rire, dit-il. Victoire totale de Milosevic au Kosovo, mais c'est parfait, c'est incroyable. En effet, Politica a fait sa une sur la participation massive des électeurs. Pas un mot sur les résultats. Je n'arrive pas encore à le croire. Après 10 ans, j'ai du mal à me dire il n'y a plus de Milosevic. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Milosevic va-t-il partir? Nul ne le sait, d'autant que chacun des 2 adversaires a dit qu'il avait gagné, à commencer par le leader de l'opposition, Koštunica. Il aurait déjà remporté les élections. Notre candidat a tellement d'avance que sa victoire au premier tour est presque faite. Dans le camp du pouvoir, on conteste bien sûr les chiffres, mais le malaise est perceptible. Les rumeurs de démission vont bon train. Les résultats ne seront connus que demain, mais il semble bien que la défaite soit historique. L'opposition aurait même gagné à Požarevac, la ville natale du couple Milosevic. Alors, on a beaucoup chanté et dansé hier au soir dans les rues de Belgrade et on recommencera ce soir. Il est fini le tyran! Slobo, sauve la Serbie, suicide-toi! Ce soir, la confusion l'emporte encore. Milosevic aurait perdu les élections, mais il n'a pas encore perdu le pouvoir. Et le doute n'est pas de mise en dehors de l'ex-Yougoslavie sur la défaite de Slobodan Milosevic. Hubert Védrine, au nom de l'Union européenne, la France préside actuellement l'Union européenne, estime que si Milosevic se déclare vainqueur, ce serait une imposture. Les Allemands, approuvés en cela par les Russes, estiment que le changement démocratique est acquis. Commentaire Richard Minet. Il semblerait que la Serbie, je veux dire que la République fédérale de Yougoslavie, se soit prononcée aujourd'hui pour le changement démocratique. C'est Gerhard Schröder, le chancelier allemand, qui s'exprime. À ses côtés, le président Poutine ne le contredit pas. La Russie vient à son tour de lâcher Milosevic. Tout au long de la journée, les capitales occidentales ont voulu faire comprendre au président yougoslave que la partie était perdue. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Robin Cook, a eu les mots les plus durs. Monsieur Milosevic, ne trichez pas, partez et laissez la Serbie sortir de la prison dans laquelle vous l'avez enfermée.
Dans un langage plus diplomatique, la France a fermement fait savoir au président yougoslave qu'il ne pouvait se déclarer vainqueur des élections d'hier. Il semble quasiment sûr que malgré les intimidations, malgré les manipulations, sans doute les fraudes, les Serbes aient eu le courage d'abord de voter massivement et de placer nettement M. Koštunica en tête. À l'exception de la Grèce, alliée traditionnelle des Serbes, l'Europe tente ainsi de ramener la fédération yougoslave dans le giron occidental. Nous avons dit clairement que l'Union européenne était prête à changer de politique à l'égard de la Serbie s'il y avait des changements en Serbie. Reste que pour l'instant, Milosevic est encore le maître du jeu et que rares sont les dictateurs à avoir abandonné le pouvoir par les urnes. Un commissaire de police âgé de 28 ans a été grièvement blessé ce matin à Argenteuil dans le Val d'Oise alors qu'il tentait de raisonner et d'interpeller un homme en situation irrégulière. Celui-ci d'origine algérienne était sous le coup d'une expulsion après s'être retranché dans son domicile. Il a pu être arrêté après 6 heures de palabres par les policiers du RAID. L'Éducation nationale vient de procéder à une série de tests d'évaluation des connaissances des élèves de seconde, de 6e et de CE2. Il s'agit de mieux identifier les difficultés rencontrées par les élèves et de tenter d'y remédier. 1 900 000 jeunes ont ainsi été soumis à des questions, comme ceux de cette classe de CE. C'est à l'école primaire José Maria de Heredia, à Bonsecours, près de Rouen, où se trouvaient pour France 2 Hélène Hugues et David Bress. Une entrée en classe étrangement calme. Les enfants savent ce qui les attend. 2 semaines après la rentrée, les tests d'évaluation sont un exercice obligatoire pour les 675 000 élèves de CE2 en France. Ces évaluations qui servent à savoir à peu près à quel niveau vous êtes arrivé dans la classe de CE2. Alors aussi bien en français qu'en calcul, savoir où vous réussissez bien et là où vous avez des lacunes. Ce n'est en aucune façon une sanction. Alors... Des propos rassurants, mais rien n'y fait. La plupart des enfants éprouvent un sentiment jusqu'ici inconnu, l'angoisse du premier examen. Maman elle me dit souvent si je travaille mal, je vais redoubler. Donc j'ai un peu peur. J'aime pas beaucoup les évaluations. Parce que t'as peur de quoi? De pas réussir. Les enfants sont évalués dans les 2 disciplines principales, français et mathématiques. Les calculs que je vais vous donner et vous allez mettre les résultats dans les petites cases. Des exercices simples que les élèves sont censés maîtriser à l'entrée en CE2. Les tests se déroulent sur plusieurs jours. Ils sont ensuite corrigés par tous les instituteurs de l'école. Ça nous permet de savoir pour chaque élève quelles sont les difficultés rencontrées particulièrement, quelles sont les réussites. Et de même, ça nous permet aussi pour chaque groupe classe de savoir le point fort d'un groupe classe et le point faible. Reste alors à mettre en place les remèdes pour les élèves les plus en difficulté. Au collège et au lycée, des heures d'aide individualisée et de soutien sont prévues dans les emplois du temps. Dans le primaire, tout dépend de la bonne volonté des instituteurs. Aux Jeux Olympiques de Sydney, la nouvelle médaille française est d'autant plus belle qu'attendue depuis 1976. Benjamin Varognan a décroché la médaille d'argent à la barre fixe. Commentaire Stéphane Grand. Pour une surprise, c'est une sacrée surprise. Benjamin Varognan, à peine 20 ans, qui monte sur la 2e marche du podium, c'est ce qu'on appelle l'argent comptant, tout simplement. Le Français qui a même failli s'offrir l'or olympique, 7e à l'issue des qualifications, il va réaliser un enchaînement quasi parfait en finale. Seul le Russe Alexei Nemov, son modèle de toujours, va le battre au bénéfice d'une toute petite pénalité. Le voilà en tout cas avec une médaille inattendue. Je crois que je vais la garder au-dessus du lit ou je vais la mettre quelque part, mais c'est clair que celle-là, elle représente trop de choses, quoi. C'est la consécration. La consécration aussi pour toute la gymnastique française. 2 médailles d'argent en 2 jours, c'est tout simplement historique des tricolores qui n'ont pas fait mieux depuis 1924. Et puis en basket, on dira que c'est une belle défaite de l'équipe de France face aux États-Unis. 106 à 94 seulement, j'allais dire. La France n'en est pas moins qualifiée pour les quarts de finale. Elle sera opposée au Canada et ce sera jeudi prochain, bien sûr, sur France Télévisions. À Sydney, toute l'Australie et surtout le peuple aborigène dont elle est issue attendait Cathy Freeman. Elle a dominé la course du 400 mètres où l'on avait espéré la présence de Marie-Jo Pérec. Reportage Alexandre Cara.
Le tour d'honneur de Cathy Freeman. Sur ses épaules, un double drapeau, celui de son pays, l'Australie, celui de son peuple, les aborigènes. Cathy Freeman, devenue l'espace d'une Olympiade, le symbole de la bonne conscience de l'Australie blanche. Pourtant, le temps de l'oppression, la mère de Cathy s'en souvient peut-être. Ceux-là, en tout cas, n'ont pas oublié. Ils se sont réunis quelque part, dans la banlieue de Sydney, dans le local d'une radio aborigène. Ils attendent tous cet instant. Ils veulent voir courir l'héroïne de leur fierté retrouvée. Dans l'Australia Stadium, le temps semble s'arrêter. Chacun retient son souffle. Un sentiment mêlé de crainte et d'espoir traverse le public. 400 mètres pour Cathy Freeman, une poignée de secondes pour l'éternité. Et enfin, le sourire de Cathy, cette championne qui donne à l'Australie bien plus qu'une simple médaille. On a attendu si longtemps pour ça. Cathy a fait en sorte que le rêve des gamins aborigènes d'Australie devienne une réalité. Le sport plus fort que la politique quand il s'agit de faire parler l'Australie d'une seule voix. C'est super. Toute la nation est vraiment derrière elle. C'est une personnalité fantastique. Aujourd'hui, Cathy Freeman a sans doute écrit sur la piste de Sydney la plus belle page de ses Jeux. Mais il y a aussi le revers de la médaille, comme ces excuses que le Premier ministre australien a refusées aux aborigènes. C'est une évidence pour Cathy, comme pour les siens, il reste encore un long chemin à parcourir. Puis il y a eu d'autres exploits confirmant de grands champions comme Michael Johnson, l'Américain sur 400 mètres, ou Haile Gebrselassie, l'Éthiopien sur 10 000 mètres. Exploit commenté maintenant avec le talentueux Christophe Duchiron. On les appelle les tauliers, les cadors ou les super cracks de la piste. On les appelle surtout les favoris. Et qu'est-ce qu'un favori? Sinon un athlète qui fait bien son métier. Le métier du favori, homme ou femme, c'est de gagner. 10 000 mètres à pied, ça use les nerfs et les souliers. Ou l'incroyable lutte finale entre Gebrselassie, le petit Éthiopien au maillot vert, et le Kényan Paul Tergat. Favori au départ, Gebrselassie. À l'arrivée, ça s'est joué dans un mouchoir de poche africain. Au sprint, au moral, à la volonté, à ce je ne sais quoi un peu mystérieux qui fait la petite différence. 9 centièmes d'écart, après plus de 27 minutes de course. Gebrselassie, médaille d'or, conclusion. Il fait bien son métier. Sur 400 mètres, une fois encore, c'est la tournée du patron. L'Américain Michael Johnson, dit la locomotive de Waco. À l'âge de 33 ans, il a déjà tout gagné, des titres olympiques, des records du monde et des honneurs en pagaille. Chez ce fantastique vainqueur, pas très bavard, de même que sa chaîne et ses chaussures, le silence est d'or et les médailles, jamais en argent. 34 ans, des cheveux blancs, triple sauteur et un rang à tenir. Recordman du monde, champion du monde, Jonathan Edwards, 17 mètres 71, médaille d'or et britannique, comme son drapeau l'indique. Elle est aussi blonde que son maillot est jaune. La Roumaine Gabriela Szabo résiste à l'assaut de l'Irlandaise Sonia O'Sullivan. Médaille d'or sur 5000 mètres. Héroïne olympique, elle retient ses larmes sur le podium et fait son métier de favorite avec émotion. Mais le dopage réapparaît à Sydney. La gymnaste roumaine médaille d'or au concours individuel, Andreea Raducan, pourrait bien être privée de son titre après un contrôle positif. D'autre part, le Comité international olympique a mis en cause les États-Unis pour dissimulation de plusieurs cas de dopage au cours des 10 dernières années. Voyez le reportage de Florent Gautreau avec Bruno Giraudot. Ils ne se quittent jamais. Le destin de Marion Jones semble bien lié à celui de C.J. Hunter. Alors on peut penser que le contrôle positif du champion du monde du poids va rejaillir sur l'arène du sprint féminin. Contrôlé positif aux stéroïdes anabolisants en juillet dernier, Hunter aura bien du mal à repousser le doute et la suspicion. Il s'agit d'un cas individuel. Et Marion Jones, comme tous les finalistes, a été contrôlée. Si son contrôle n'est pas positif, on ne doit pas déduire quoi que ce soit d'un cas individuel indépendant. Il y a 2 jours, ce mari attentionné était là, comme d'habitude, très présent, très bruyant, à quelques mètres de sa championne de femmes. La médaille d'or de Marion Jones est aujourd'hui éclipsée par les révélations du CIO. En 72 heures, le rêve s'est transformé en cauchemar pour celle qui vantait il y a peu les vertus d'un sport propre.
L'histoire du sport est remplie de tricheurs, de gens qui ont contourné les règles établies. À l'avenir, il y aura toujours des gens pour agir ainsi et je ferai en sorte de ne pas côtoyer ce type de personnes. Je veux courir vite, sauter loin, c'est ça que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, les instances olympiques n'ont pas épargné les représentants des États-Unis. Le CIO a accusé la fédération américaine d'avoir dissimulé plusieurs cas de dopage ces dernières années. 5 athlètes américains auraient ainsi pris part aux Jeux de Séoul en 88, malgré des contrôles positifs. Je dirais que c'est grave parce que rétrospectivement, on se demande pourquoi et quel pouvoir politique ou sportif a pu être suffisamment influent pour que les résultats ne sortent pas à l'époque. C'est un rude coup porté à l'athlétisme américain, si souvent dominateur. C'est aussi une remise en cause inquiétante des plus belles performances olympiques. Jusqu'au 27 septembre, au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes, les chevaux du Cadre Noir de Saumur font partie de la chorégraphie d'un spectacle conçu autour des œuvres de Bizet, Offenbach ou Saint-Saëns. Les chevaux sont des danseurs, les musiciens ceux de l'Orchestre National des Pays de Loire, et c'est très spectaculaire, comme le rapporte maintenant Dominique Barouche et Valérie Criton. Nantes joue à Versailles. Les purs sang dansent comme au temps du Roi Soleil. Créé à la Restauration, le Cadre Noir est longtemps resté un fief de l'aristocratie. Pour autant, la gardienne des traditions académiques ne dédaigne pas les paillettes, avec des limites. Il ne faudrait pas tomber dans l'excès, dans le showbiz et dans le spectacle. Mais à partir du moment où justement nous ne perdons pas notre âme et nous présentons les chevaux dans leurs airs naturels, sans excès, à ce moment-là, je pense que nous sommes fidèles à notre image. Des pas de danse hérités du champ de bataille. Longtemps, le cheval a fait office d'arme, chargé d'esquiver les coups et de débarrasser le cavalier des fantassins ennemis. Les rois ont érigé croupades et ruades en spectacle. Pas un crin ne dépasse. Esthétique et sécurité. La queue du cheval risque de devenir fouet. Les queues sont tressées et après sont ramassées d'une certaine façon dans un trousse-queue, ce qu'on appelle, de façon à éviter les accidents. Sur scène, la musique guide l'écuyer et sa monture. Elle peut aussi devenir danger. Tout d'un coup, il y a une onde, une harmonie qui les effraie. Alors qu'on peut jouer des trompettes très très fort. Tout à l'heure, il y a un musicien qui s'amusait à jouer la trompette très fort à côté. Le cheval ne mouvetait pas. Chevaux et cavaliers donnent ici leur maximum. Dommage toutefois que le Cadre Noir limite tant les fantaisies, de peur de tourner le dos à la tradition. Demain soir au Café de la Danse à Paris, le concert du groupe Chivari se fera à guichet fermé. Chivari, c'est la pop rock ballade jazz venue des États-Unis, une véritable révélation, un groupe plutôt surprenant autour d'une chanteuse à la voix très originale que nous présentent maintenant Olivier Lenouza et Frédéric Basile. La voix d'une petite fille perverse. La voix d'Ambrosia Pursley, 29 ans. Auteur, compositeur, figure de proue du groupe Chivari. Ambrosia, née en Virginie, a grandi à San Fernando Valley, la banlieue triste de Los Angeles. Ambrosia, poussée par une grand-mère un peu fantasque, chante pour la première fois à l'âge de 5 ans dans une pizzeria. Et là, tout s'accélère. Ils m'ont offert un contrat dans une plus grande pizzeria dans le voisinage et j'ai chanté accompagnée de 99 joueurs de banjo, des retraités. Mais ils sont tous morts. Assez rapidement même. Et j'ai dû m'arrêter. Quelques années plus tard, Ambrosia rencontre 2 autres papis, des musiciens mûrs et respectés. De là, la naissance du groupe et la sortie d'un premier album.
Ma voix, c'est juste un jouet dont je ne me suis jamais lassée. J'aime jouer avec elle, l'utiliser de différentes manières. Tous les sons que je peux en obtenir, ce que je peux découvrir, c'est amusant. Un charme suranné, une douce langueur. Shivari raconte un siècle de musique américaine, une ballade un peu bluesy, un peu jazzy, une pop sexy, pleine de mélancolie. Shivari demain au Café de la Danse à Paris, et puis ça c'est le nouveau CD de Shivari qui vient de sortir. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux actualités. Tout d'abord la perquisition cet après-midi au domicile de Dominique Strauss-Kahn. Les juges sont encore en ce moment même dans son bureau au Conseil régional d'Île-de-France. Vous voyez des images. Les juges cherchent l'original de la cassette des confessions de Jean-Claude Méry, l'ex-homme d'affaires proche du RPR, la cassette qu'aurait détenue Dominique Strauss-Kahn. Jacques Chirac a demandé une enquête à l'Inès Jospin. Embarras du PS réunis en ce moment à Lyon. Et puis en Serbie, dans l'ex-Yougoslavie, l'opposition aurait bien remporté la majorité des suffrages aux élections législatives et présidentielles, mais les résultats se font attendre et Milosevic est toujours en place. La météo dans quelques secondes avec Nathalie Riouet. À 22h40, je vous rappelle le magazine Argent Public présenté par Sylvain Attal. Le dernier journal de la rédaction vous sera présenté à minuit 15 par Hélène Hugues. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Jean Le Garec, le président de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Vous retrouverez bien sûr Gérard Rolls à 13h. À demain 20h. Bonsoir. Merci.